Est-ce que vous arrivez sur la page ici, la page 2, comme moi? Alors, comment ça a été fait, la lettrine? On va prendre l'outil texte et on va cliquer dans le texte, là, le paragraphe. Bon, d'abord, votre palette des outils, je vous conseille de la mettre en 2 colonnes. Vous allez passer en affichage normal. Comme ça, vous voyez la fin des paragraphes. Affichage normal ici. Fin de paragraphe, c'est la balise de fin de paragraphe qui est là. Donc il faut mettre le curseur texte quelque part, le texte quelque part ici, dans le paragraphe, voilà, vous cliquez n'importe où. Ça a été possible parce que dans la palette des calques, le calque qui contient les images et le texte, il est déverrouillé. Donc c'était comme ça quand on a ouvert le document, mais parfois le calque image et texte sera verrouillé. Quand vous allez essayer de faire ça, vous n'y arriverez pas, bien sûr. Logique, hein? Voilà, alors... Le curseur texte clignote dans le paragraphe qui nous intéresse. Et pourquoi j'ai mis ça là-dedans? C'est pour voir quel est le style de paragraphe utilisé par ce paragraphe. On va aller dans le menu texte en haut de l'écran. Style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Et le style utilisé par ce paragraphe est en surbrillance ici. Il s'appelle... En surbrillance, ça veut dire qu'il est sélectionné. Il est différent des autres. Hein. Corps du text body nouveau avec grande lettrine. D'accord. Alors que les autres paragraphes qui n'ont pas la lettrine... Ils sont en corps du text body nouveau. Je vous rappelle que quand vous êtes avec l'outil texte ici, si vous voulez bouger le document dans sa fenêtre, il faut appeler la petite main, comme ça, la petite main, voilà, et on peut bouger le document. C'est avec la touche Alt. D'habitude, pour appeler la main dans les logiciels Adobe, c'est la barre d'espacement, mais vu que là on a l'outil texte, la barre d'espacement mettrait des espaces, donc on utilise la touche Alt pour faire le raccourci de la main. Voilà, très pratique ça. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, avec la flèche noire, je vais cliquer à côté de tout et on va essayer de télécommander ça. Donc avec la flèche noire, je clique à côté de la page, rien n'est sélectionné. Je peux même repasser en affichage aperçu, c'est donc la touche W sur le clavier, ou alors vous cliquez là sur l'icône de droite quand vous avez la palette des outils en 2 colonnes. Voilà, vous avez l'aperçu du document. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va aller voir dans le style de paragraphe, grande lettrine. Vous double-cliquez. Et vous allez à la rubrique. Donc vous avez double-cliqué à droite du nom, hein, parce que si vous double-cliquez sur le nom, c'est pour le modifier dans la palette des styles de paragraphe. Je vous rappelle, palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Vous double-cliquez à droite du nom du style qui s'appelle blablabla avec grande lettrine. Voilà, vous double-cliquez, ça ouvre les options de ce style de paragraphe. On va donc sur lettrine et style imbriqué, et c'est ici que vous avez le nombre de lignes de la lettrine 3, vous pouvez modifier si vous voulez, vous pouvez passer à 2. Il faut cocher la case aperçu pour le voir derrière en temps réel. Voilà, 2. C'est peut-être pas plus mal, c'est plus classieux. Vous pouvez essayer 4 si vous voulez. Bon, et le nombre de caractères, ça c'est un peu pourri. En général, on ne fait pas ça. Et du coup, voilà. Dès qu'on met plus qu'un caractère, vu que les colonnes ici de texte sont très très étroites, d'ailleurs, il faudra qu'on réunisse... c'est pourri comme mise en page là. Hein, il faudra qu'on réunisse... les 2 colonnes en une seule. Il faudrait une seule colonne de texte là. Elles sont trop étroites. Mais ça, on va y penser plus tard. Mais oui, dès qu'on indique qu'on a plus que 2 caractères, en tout cas quand on a 4 lignes, tout disparaît. Logique, hein. Il n'y a pas assez de place pour tout montrer, donc tout disparaît. 3 avec 2 caractères, ça marche. 2 lignes avec 2 caractères, ça marche. Ou avec 3 caractères. Enfin, vous voyez le principe. Mais en général, bon, on met un seul caractère. Voilà, voilà. Bien, vous pouvez laisser éventuellement sur 2 lignes. On va modifier ça. Lettrine sur 2 lignes. OK. Et vous allez enregistrer le document. Enregistrer sous, fichier enregistré sous, dans le dossier que vous avez téléchargé et des IP. Vous allez renommer 171 ici, voilà. Enregistrer. Bon alors pour ceux qui ont déjà fait du InDesign et qui ont déjà testé les lettrines, il y a peut-être quelque chose qui vous semble bizarre. Déjà le fait que la lettrine ne soit pas de la même couleur que le reste du texte. C'est grâce à quoi ça? Hein? Un style de caractère.
Ah oui, c'est inscrit dans le style de paragraphe que la lettrine doit avoir cette couleur-là. Enfin, oui, c'est inscrit dans le style de paragraphe, oui, oui. Et aussi autre chose, le fait que la lettrine dépasse comme ça du paragraphe. Ça, normalement, si vous n'utilisez pas le style de caractère, vous n'arriverez pas à le faire. Bon, alors, on n'a toujours rien qui est sélectionné. Vous allez pouvoir retourner dans le style de paragraphe ici. Vous double-cliquez à droite du nom du style de paragraphe qui s'appelle avec grande lettrine, blablabla, avec grande lettrine, voilà. Lettrine et style imbriqué, voilà. Donc on a une lettrine sur 2 lignes, et c'est la première lettre qui s'agrandit sur 2 lignes, le premier caractère qui s'agrandit sur 2 lignes. Mais ça utilise un style de caractère qui s'appelle grande lettrine, c'est de là que vient la couleur et le fait que ça dépasse par le dessus. Une fois que vous avez vu ça, que le style de caractère s'appelle grande lettrine, vous pouvez cliquer sur annuler. Voilà. Et on va aller dans la palette des styles de caractère. Alors les débutants en InDesign pensent toujours que les styles de caractère c'est pour modifier l'aspect de tout un paragraphe. Ben non, pas du tout. Ça c'est les styles de paragraphe. Un caractère c'est pour modifier une partie d'un paragraphe. Voilà, ça c'est super chouette. Donc vous allez chercher menu texte, style de caractère. Menu texte, style de caractère, et vous allez trouver le caractère utilisé par la lettrine. Donc il est indiqué dans le style de paragraphe, blablabla avec grande lettrine, il est indiqué qu'il utilise un style de caractère qui s'appelle grande lettrine. Voilà. Vous allez double-cliquer à droite du nom grande lettrine. La case aperçue est cochée, ce sera pas plus mal. La case aperçue cochée, comme ça vous allez voir directement derrière ce que ça donne. Alors, format de caractère de base. Vous avez ici 16 points. 16 points. Alors, attendez un peu que... Ne faites rien, je vais juste revérifier quelle est la taille du caractère du corps du texte ici, le body, le paragraphe, là, quand je mets le curseur texte ici. Ça, vous faites pas, je vérifie juste 12 points. Voilà, 12 points. Ok. Donc, le corps du texte, le texte du paragraphe a 12 points. Et la lettrine est à... La grande lettrine, là, est à 16 points. On est d'accord? Ça va? Donc, il n'y a rien qui vous choque? 12 points, les petites lettres ici en noir. 16 points. Ben oui, c'est un peu grand. Ce qui se passe, c'est que vu que la lettrine, on a demandé qu'elle aille sur 2 lignes, sa taille, en fait, est de 2 fois 16 points. D'accord? Voilà, c'est ça le principe. Et si on avait demandé qu'elle aille sur 3 lignes, en mettant 16 points, elle aurait combien 48? 48 points. Si je calcule bien 3 fois 16, ça fait bien 48, hein? Bon. Alors voilà, vous pouvez tester, vous avez la case aperçue cochée, vous êtes dans le style de caractère grande lettrine, vous pouvez modifier la dimension. Ok, quand on est en 12 points, ben, la lettrine a 24 points, puisqu'elle est sur 2 lignes, et ben, elle tient sur 2 lignes de 12 points. Bon, ça a l'air bien, ça. Si vous augmentez, vous allez la faire dépasser du paragraphe, d'autant que vous voulez, voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Une lettrine, donc, qui normalement n'est pas prévue comme ça dans InDesign, je veux dire, il faut connaître vraiment l'astuce, quoi. Alors... La couleur des caractères, ben c'est ici que ça se change. Pour changer la couleur de la lettrine, vous avez plein de couleurs dans la liste là. Couleur des caractères. Voilà, et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez même créer votre couleur en double-cliquant sur la case de fond. Ça fait apparaître la nouvelle couleur. On va faire une couleur en RVB, parce qu'on sait que, de toute façon, quand le document sera fini, si on veut imprimer chez un imprimeur et qu'il vous demande un PDF CMJN, c'est dans les paramètres d'exportation du PDF que vous allez transformer en CMJN. Quel CMJN d'ailleurs? Fogra 27, 39, Fogra 29, Euroscale Coated, Euroscale Uncoated. Bah déjà, y a pas mal de gens qui ne savent pas qu'il existe plusieurs CMJN. Donc voilà. Raison pour laquelle il faut vraiment transformer tout en CMJN au moment de l'exportation du PDF. Donc c'est pour ça que je peux faire du RVB ici, c'est pas un problème. Et dans les versions qui apparaîtront sur tablette, si je fais une version pour tablette de ce magazine,
ça sera une couleur vive, pas de problème, même si en réalité elle sera imprimée plus terne, comme le petit carré ici me l'indique. Mettez ce que vous voulez comme couleur, peu importe, voilà. Elle est là, elle apparaît là. Ok, je la renommerai tout à l'heure parce que j'ai oublié de la renommer, ce serait intéressant de la renommer. Ok. Bien, alors, la couleur de la lettrine, justement. Menu fenêtre, couleur, nuancier. On va aller dans le nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier. On va aller voir cette couleur qui vient d'être créée. Elle est là. Bien. Bon, vous voyez qu'il y a déjà certaines couleurs dans le document qui ont été nommées autrement qu'avec leur valeur. Comme ça, si on veut modifier dans tout le document certaines choses, on peut le faire en double-cliquant simplement sur la couleur. Si c'est juste la couleur qu'on veut changer, on n'est pas obligé de passer par les styles et aller modifier les styles. Donc, ce qui serait bien, c'est que la couleur que vous avez utilisée pour la lettrine là, vous avez peut-être gardé la couleur que j'avais faite, qui était celle-là, je pense. Hein. Mais sinon, si vous en avez fait une nouvelle, c'est pas grave. C'est bien, il n'y a pas un problème, c'est bien, c'est mieux. Vous allez double-cliquer sur la couleur pour faire apparaître ces options. Vous allez décocher, nommer selon la valeur chromatique. Et je vais indiquer que c'est couleur pour grande lettrine. Voilà. Ok. Donc je sais que par la suite, si j'ai mis cette lettrine à différents endroits du document, si je veux modifier la couleur de la lettrine, ce sera par là que j'irai double-cliquer et modifier les curseurs de couleur RGB. Et voilà. Bien, alors on va s'occuper, avant de passer à la suite, on va s'occuper de ce bloc de la page 2. On va peut-être enregistrer tant qu'on est aligné, parce qu'il ne faudrait pas perdre ça. J'enregistre plus que je le ferai en vraie production, évidemment. Hein. Mais voilà, 172. Voilà, c'est enregistré. Alors, les blocs, là, je repasse en affichage normal, et les blocs, on a deux blocs indépendants, c'est ok. C'est une manière de faire. On aurait pu avoir un bloc avec deux colonnes définies dedans. C'est une autre manière de faire. Donc, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est éventuellement supprimer le bloc de droite et agrandir le bloc de gauche pour qu'il occupe plus d'espace. Donc, je vous suggère avec la flèche noire de cliquer sur le bloc de droite et d'enfoncer la touche suppression. Voilà, il est supprimé. Ensuite, on clique sur le bloc de gauche, on prend la poignée et on va la bouger pour agrandir ça, pour avoir une large colonne. Voilà. Au niveau de la typographie, c'est beaucoup mieux. Parce qu'avant, et là je viens une fois, deux fois en arrière, ne le faites pas évidemment, c'est pour vous montrer qu'on avait de la justification. Le texte colle de chaque côté. Le texte colle de chaque côté de la colonne. Et pour arriver à ne pas couper les mots, parce que je pense qu'on n'a pas demandé, on a demandé jamais deux césures de coupure de mots consécutives, et donc il est obligé d'écraser les lettres comme ça, ou de les écarter à certaines lignes, ça se voit, c'est un peu foireux. Donc il n'y a pas assez de souplesse. Pourtant, de la souplesse, on en avait donné pour ce paragraphe, ce style de paragraphe. Ne faites rien, je vous montre menu texte, style de paragraphe. On n'a pas seulement fait que de demander que le texte soit justifié, c'est-à-dire qu'il colle de chaque côté de la colonne, aussi dans les options de justification, qui sont où? Les options de justification. Bon, vous les avez vues? Justification, ça s'appelle tout simplement. Voilà, justification. Ouais, je confirme, on avait été modifier les choses ici dans ce document. On avait fait varier l'espace intermot. À l'origine, dans InDesign, c'était 100%. Donc, on a indiqué à InDesign, pour arriver à justifier le texte, à le faire coller de chaque côté de la colonne, tu peux faire varier les espaces entre les mots de 80 à 133. Tu peux mettre à échelle les caractères de 90 à 110. Tu peux faire varier l'interlettrage de moins 10 à 10. Donc, je pense que ces valeurs-ci étaient là d'origine dans InDesign. 80, 100 et 133, c'est ceci qui a été modifié. Moins 10, 10... 90, 110, tout ça, ça n'y était pas à l'origine. Tout ça pour vous dire que, malgré que on avait fait ça pour que la justification soit visuellement correcte, c'était foireux. Donc, je recommence l'opération que je vous ai demandé de faire. C'était avec la flèche noire, sélectionner le bloc de droite. Avec la flèche noire, sélectionner le bloc de gauche. Oui, donc le supprimer, évidemment, le bloc de droite, la touche suppression. Puis le bloc de gauche, ramener ici. Voilà. Ok, parfait. Alors, on a deux images ici. Ce document
Ce document, je vous l'ai dit, était un document horizontal à l'origine. A4 horizontal. Il a été transformé en un fichier format de document, en un format lettre vertical. InDesign a réussi à repositionner les éléments parce qu'on a utilisé pour faire ça l'option ajuster la mise en page. C'est par ici que ça s'est fait. On a choisi le nouveau format, on a choisi, on avait enclenché ceci, ajuster automatiquement les marges, la taille de police, le contenu verrouillé, blablabla. Voilà, donc c'est assez génial. On peut changer un document d'un format à l'autre. On n'est pas coincé. Si vous démarrez d'un document, vous n'êtes pas coincé dans ce format-là. Mais le problème, c'est que on se retrouve avec des espacements entre les images ici et le texte. Visuellement, je ne sais pas si vous le sentez, parce que bon, c'est de la composition, mais c'est un peu foireux, les images aussi près du texte, non? Bon, alors ce qu'on va faire ici, ben, les images, elles sont sur le même calque, images et texte, celui sur lequel on est en train de travailler et qui est déverrouillé. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être les redimensionner ou les repositionner. Bon, je vais essayer de les redimensionner. Vous pouvez éventuellement faire ceci, sélectionner les deux images, vous englobez les deux images avec la flèche noire, ou alors vous faites clic, majuscule clic. Les deux images sont sélectionnées. On va aller ici, dans les références. Vous avez tous la barre contrôle que j'ai ici. Si vous ne la voyez pas, c'est dans le menu fenêtre contrôle, il faut la demander. La barre contrôle vous montre des raccourcis de choses qui se trouvent dans les palettes. Ce que je vais utiliser ici dans la barre contrôle, ce sont les points de référence. Et c'est quelque chose qui se trouve en réalité dans menu fenêtre, objet, mise en page, transformation. Voilà. Mais c'est très rare quand on va aller voir la palette transformation, puisque la palette contrôle vous montre un raccourci. En fonction de ce que vous avez sélectionné, il vous montre. Mais je vous montre juste que c'est de là que ça vient. La barre contrôle, là, c'est juste des choses qui se trouvent dans les palettes et qui sont montrées. Alors on va indiquer que la partie de l'image qui ne va pas bouger, la partie des images sélectionnées qui ne vont pas bouger, c'est la partie de gauche. Parce qu'en fait, je veux redimensionner l'image par la droite, c'est la droite qui va bouger. Mais la gauche doit rester en place, et donc le point de référence sert à indiquer ça. La partie gauche de l'image ne va pas bouger. Quelle est la largeur des images? Elles ont toutes les deux la même largeur, sinon il serait indiqué rien du tout ici. Mais comme elles ont la même largeur, il est indiqué là, et je vais ici diminuer. Voilà, vous voyez? En dessous, là, le bord de l'image qui bouge. On voit, hein, là, que ça bouge. Quand je suis en train de diminuer. Voilà. Vous bougez de manière à obtenir quelque chose qui vous paraît gracieux. J'ai mis 52 mm ici. Voilà. Et donc je pense qu'au niveau présentation, c'est un peu plus gracieux. En fait, il faut... bon, il y a des règles au niveau composition. Déjà, il faut s'inspirer des choses existantes. Regarder des magazines. Beaucoup de magazines commencent à mis en page, des bons magazines pour bien faire. Il y en a des gratuits, hein. Ne me dites pas que ça coûte cher. Je suis passé l'autre jour chez un restaurant, un petit restaurant où ils vendent du pain. Ils avaient des magazines gratuits, de très belles factures. Et il y en a, hein, voilà, parce que ce sont les gens qui mettent des publicités dans les magazines qui payent en fait. Hein. C'est pour ça que c'est gratuit, ces magazines-là. Ce sont des petits magazines régionaux et c'était très bien fait. Donc voilà, je vous dis pas qu'il faut dépenser de l'argent dans des magazines. Sinon, vous avez aussi Pinterest. Pinterest qui vous permet d'avoir énormément de collections. Il y a des gens qui font des collections Pinterest avec des mises en page. Voilà, il suffit de taper InDesign Pinterest et vous trouverez plein de gens qui sont dans la mise en page et qui, pour se constituer une base documentaire, font des comme ça collections Pinterest. Donc en fait, voilà, ça ne coûte rien. Quand je vous dis les magazines, il faut se cultiver et regarder comment ça marche. Vous ne devez pas nécessairement en acheter. Alors ici, avec la flèche noire, on va repositionner les images parce que c'est foireux. On va prendre la flèche noire, cliquer sur le réticule ici et... Normalement, oui, vous avez un cadre brun qui apparaît si vous êtes, même si vous n'êtes pas en affichage normal d'ailleurs. Je suis en affichage aperçu et je le vois. Vous avez un cadre brun qui apparaît sur les limites de l'image. Vous faites un cliquer glisser avec la touche majuscule et vous arrivez à repositionner l'image. Bien sûr, ici, un format vertical d'image pour un crocodile qui est horizontal dans l'image, c'est foireux. C'est peut-être pas là qu'il fallait le mettre vraiment. C'est un peu foireux, mais bon.
Même chose pour l'image d'en bas, on clique sur le réticule central avec la flèche noire, on voit les limites de l'image qui apparaissent en brun, cliquez, glissez en enfonçant la touche majuscule, comme ça bouge parfaitement à l'horizontale et vous allez pouvoir repositionner. Mais c'est clairement foireux. Ces formats verticaux ne conviennent pas pour des crocodiles comme ça. Voilà, voilà. Vous allez enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. 173 cette fois-ci. Alors voilà, quand on est mis en page comme ça, on peut prendre le contre-pied et faire des mises en page un peu disruptives. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour sortir de cette mise en page qui nous pose problème avec ces images de crocodiles qui ne conviennent pas aux formats verticaux? Mais on pourrait peut-être tester, je ne sais pas, j'ai pas testé, je vais tester. Je clique sur le réticule central, je suis donc en train de modifier le contenu du bloc, pas le conteneur, pas le bloc lui-même, mais le contenu. Avec l'outil de transformation manuelle ici, je vais tester ceci, je zoome en arrière, voilà, je zoome en arrière, je prends une poignée du coin en enfonçant la touche Alt et majuscule, je bouge, voilà, puis je lâche les touches Alt et majuscule, je repositionne, bon voilà, ça peut peut-être être intéressant de faire ce genre de choses, quitte à avoir des blocs foireux pour les images qu'ils contiennent, Alt majuscule, ça peut être sympa de cadrer, voilà, ce genre de choses. Vous voyez? En plus, c'est sympa. Quand le spectateur va arriver quand le lecteur va arriver sur la page, il va peut-être pas voir directement ce que c'est. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est des rochers, c'est quoi? Ah, horreur, c'est un crocodile. Bon. Enfin, voilà. Bon, l'image du dessus, s'il fallait, je la changerais vraiment parce que c'est un peu pourri, mais bon. Ça va pas. Mais enfin, je trouve que, voilà, pensez à ça, recadrer les images parfois fortement mais ça suppose que vous avez des images en haute définition, évidemment, au départ, sinon ça pose problème. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait sur l'image d'à côté aussi. Elle est beaucoup plus grande. Si on regarde ici les dimensions de l'image, c'est du recadrage. Ok. Alors, est-ce que ça va pas devenir flou? Ben peut-être. Ben, on peut vérifier. Alors, on va aller dans le menu Fenêtre jusqu'à la palette Liens. Voilà, vous avez les différents liens. Et quand vous agrandissez le bas de la palette Liens, en cliquant ici, voilà, pour avoir les informations. Voilà, je sélectionne cette image-là avec la flèche noire, je clique sur elle, elle est bien sélectionnée, oui, elle est sélectionnée. Elle est super grande dans le document, on ne voit vraiment qu'une partie. J'ai zoomé trop en arrière. Ah ah. On était sur la page 2. Ok, mais elle est sélectionnée. Ouais, elle est sélectionnée cette image. Et donc, oui, la voilà. Hein. Elle est à différents endroits du document, raison pour laquelle il y a un petit dossier qui indique deux images. Ça indique même, si on agrandit la palette lien, ça devrait indiquer sur quelle page ça se trouve. Non? Ah non, pas ici. Bon. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Une image de 2500 pixels sur 1667, c'est pas génial. Agrandi à cette dimension-là, mise à échelle, ouais, 54,5. En tout cas, voilà, ce qui m'intéresse, c'est les pixels effectifs. La résolution est de 132 pixels par pouce. C'est ça qui m'intéresse. Ceci, on s'en occupe pas, c'est ce qui est inscrit dans le fichier de l'image, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la définition d'image, combien de pixels la compose d'image, et une fois que je l'ai agrandi dans InDesign, à quelle résolution réelle elle se trouve dans le document. 132, c'est un peu faible, elle sera floue. L'autre image, mais peut-être que c'est pas très grave. Hein. L'autre image, je clique sur elle, voilà, avec la flèche noire. Qu'est-ce que ça me dit? Ah tiens, cette image fait 4608 pixels sur 3456. C'est très bien, ça, c'est du... Oui, c'est quasiment du 18 mégapixels peut-être, ça. À peu près ça. Hein. Et quand on multiplie les deux valeurs, on obtient combien? À peu près 18 millions ou je rêve? Bon, si c'est 18 millions, c'est du 18 mégapixels, si on veut comparer ça aux capteurs d'appareils photo et de smartphone. Et à cette dimension-là, elle fait 343 pixels en pixels effectifs. On est au-delà des 300 habituellement nécessaires en impression offset. On dit que c'est la valeur pivot. Ah oui, il ne faut pas parler de valeur pivot. Les Français commencent à avoir des boutons quand on leur parle de ça. Excusez-moi. Alors, voilà. Donc, c'est bon, hein, ça va, ça va.
surtout l'image du dessous, il n'y a aucun problème pour l'agrandir à cette dimension-là. Pour ceux qui se poseraient la question, si on agrandit autant, est-ce que ça ne va pas devenir flou? Ça dépend du pixel effectif. Ça dépend du nombre de pixels d'origine de l'image et du taux d'agrandissement qu'on lui a mis dans InDesign. Bien, enregistrer le document. 174 cette fois-ci. Alors on va continuer dans l'étude des lettrines. On va passer à la page 3. La page 3, elle est construite sur base d'une grille à 4 colonnes. Vous voyez ? 1, 2, 3, 4. Alors que la page gauche était construite sur base d'une grille à 3 colonnes. 1, 2, 3. Si je vais voir dans la palette des pages, menu fenêtre, page, on va voir que les pages 2 et 3, oui, la page 2 utilise la page de gauche du gabarit B. La page 3 utilise la page de droite du gabarit C. Les gabarits, voilà, B, c'est bien 3 colonnes. C, c'est bien 4 colonnes. Bon, voilà, donc ça, pour un peu analyser comment ont été construites ces pages. Ici, vous avez 3 colonnes de texte, contrairement à ce qui se passait sur la page de gauche, là. C'est un seul bloc. Quand vous cliquez avec la flèche noire, vous avez un seul bloc. Les colonnes sont inscrites dans les paramètres du bloc. Donc, j'ai pas la possibilité, comme on a fait précédemment, d'aller sélectionner une des colonnes et touche suppression, ça marche pas. Il faut que je sélectionne le bloc et puis il faut aller dans les paramètres du bloc. Menu Objet, Option de bloc de texte ou CTRL B sur le PC, Commande B sur le Mac. Et là, vous avez le nombre de colonnes qui est indiqué là. Voilà. Je vais passer à une. OK. Donc, c'est dans le menu Objet, Option de bloc de texte. CTRL B sur le PC, Commande B sur le Mac. Tiens. Alors, quel est le style de ce... Ah oui, c'est du... C'est bien du justifié, mais on ne dirait pas, tellement il y a de paragraphes différents là-dedans. Mais si je clique avec l'outil texte dans ce texte et que je vais voir dans texte style de paragraphe, menu texte style de paragraphe, la palette des styles de paragraphe, donc c'est bien du corps du texte body nouveau, partout. Alors, ce que je vous propose de faire ici, d'abord, c'est de créer moins de paragraphes. Il y a trop de paragraphes à mon goût ici, dedans. Donc, prenez l'outil texte et sélectionnez tout ceci, par exemple. Voilà. À peu près, hein, on n'est pas à une lettre près. Hein. L'idée, c'est de commencer quelque part dans le premier paragraphe et de terminer quelque part dans ce paragraphe-ci qui est au milieu. Avant le grand, là. Avant le grand paragraphe, il y a un paragraphe ici, vous terminez là-dedans, vous avez fait une sélection comme ça. C'est pas mal. On va réunir tout ça en un seul paragraphe, rapidement. Alors on fait édition, rechercher, remplacer. Édition, rechercher, remplacer. On indique qu'on recherche, ici dans le petit arrobase, j'indique que je recherche une fin de paragraphe, et que je remplace par un espace. Et vu qu'on a fait une sélection de texte juste avant, la recherche se fait dans la sélection. Il y a d'autres options, bien sûr. On peut faire aussi une recherche jusqu'à la fin de l'article, dans le document, dans plusieurs documents. Mais ici, c'est sur la sélection que je fais la recherche. C'est bien, sélection. Donc, vous avez recherché une fin de paragraphe. Ça a indiqué ceci. Vous avez remplacé par un espace. Vous avez tapé un espace sur le clavier, voilà. Et on va faire tout remplacer. Tout remplacer. 3 modifications effectuées. OK. Et bien voilà, on a 2 grands paragraphes maintenant. Terminé. Manuellement, on aurait pu le faire, mais enfin, c'est l'occasion de voir qu'on peut aussi faire les choses par le rechercher remplacer. Alors, par sécurité, on va enregistrer le document. 175. Voilà. Et on va modifier le premier paragraphe. Ben oui, on n'a plus qu'un seul paragraphe, là où il y en avait plusieurs.
Donc, vous cliquez n'importe où dans le paragraphe. De toute façon, avant de le modifier, il faut qu'on fasse un style de caractère. On va aller dans la palette des styles de caractère. Menu texte, style de caractère. Menu texte, style de caractère. Parce qu'on va faire une lettrine, mais différemment de ce qui a été fait juste avant. Alors, dans la palette des styles de caractère, on crée un nouveau style. Vous pouvez aller ici dans le menu de la palette des styles de caractère, nouveau style de caractère, ou faire Alt-clic sur le bloc. Oui, si on fait juste un clic sur le bloc, ça fait juste un nouveau style de caractère, et pour le modifier, il faut double-cliquer à droite. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, Alt-clic sur le bloc de feuilles, ou clique simplement, double-cliquer à droite du nom du style qui vient de se créer, ou le menu. Voilà, vous créez un style de caractère. Et on va l'appeler grande lettrine. Et entre parenthèses, je vais indiquer style imbriqué. Voilà, grande lettrine, style imbriqué, d'après aucun. C'est parfait. Ok. On avait déjà un style de caractère grande lettrine, mais ici, ça va être une autre manière de faire les lettrines qui permettra d'aller plus loin. Parce que ce qu'on a vu là précédemment, c'est que la lettrine, on pouvait la faire sortir par le haut du bloc. Mais avec le système qui va être mis au point ici, on va pouvoir la faire sortir aussi par la gauche. Ce sont des choses qui se voient, des lettrines qui sont sur le coin d'un bloc là. Alors si vous voulez voir à quoi ça ressemble des lettrines, ben vous pouvez aller dans Google. Vous n'avez pas besoin de le faire maintenant parce que je l'ai fait pour vous. Je suis dans Google, j'ai tapé Dropcap. Dropcap, ça veut dire lettrine en anglais. Et vous avez plein d'exemples de lettrines. Donc vous voyez que une lettrine peut même avoir un caractère, une police de caractère différente du reste du texte, bien entendu. On ne l'a pas testé encore, mais ça peut se faire. Et puis avoir des effets spéciaux d'ombrage dessus. Ça peut être même des... Ceci est peut-être un caractère existant, mais ça pourrait être quelque chose que vous avez dessiné sur papier, photographié et inséré en tant qu'image. Pourquoi pas, c'est aussi des choses qui peuvent se faire. Voilà, les lettrines. Et on n'a pas ici d'exemple de lettrines moyenâgeuses, puisque ça vient du Moyen-Âge. Peut-être que certains savent que les débuts de chapitres dans les livres de moines commençaient par des lettrines moyenâgeuses. Ah ben voilà. Ok. Bon, évidemment, tout le monde connaît ça, je suppose. Hein. Donc, voilà les exemples de lettrines. Alors, on continue ici avec notre style. Vous allez, avec la flèche noire, cliquer à côté de tout. Vous ne travaillez donc plus dans le bloc pour l'instant. Voilà, j'ai pris la flèche noire, j'ai cliqué à côté du bloc qui n'est plus sélectionné. Et je vais aller modifier grande lettrine ici. Grande lettrine style imbriqué que je vais modifier. Voilà. On double-clique sur la droite du nom ici. Parce que jusqu'à présent, on n'a modifié que le nom. On va aller modifier aussi la dimension, format de caractère de base. Vous allez indiquer que vous voulez une dimension de, disons, essayons 24. Voilà, 24. 24 points. On travaille dans un texte de 12 points. Donc, grande lettrine, style imbriqué, j'ai double-cliqué à droite du nom du style de caractère et je vais modifier les choses. Je dis que, tiens, ce style de caractère, un style de caractère, c'est pour modifier une partie d'un paragraphe. Eh bien, ce qui sera modifié par ce style de caractère dans le paragraphe aura 24 points. Vous pouvez, tant que vous y êtes aussi, modifier la couleur du caractère si vous voulez, couleur du caractère. Je vais aller choisir une couleur ici. Voilà. Ok. Bon, mais rien ne se passe évidemment. On a juste modifié les caractéristiques du style de caractère qu'on vient de créer juste avant et qui n'est pas encore utilisé dans le document. Bien, alors on va aller modifier le paragraphe manuellement. Oui, on sait qu'il utilise le style de paragraphe corps du texte body nouveau, mais je vais manuellement le modifier grâce à la palette paragraphe. Donc vous mettez le curseur n'importe où dans le paragraphe, le curseur texte, n'importe où pour indiquer que vous travaillez dans ce paragraphe. Et vous allez dans la palette paragraphe, menu texte, paragraphe. Donc vous voyez la différence entre paragraphe et style de paragraphe.
Les paragraphes, c'est en quelque sorte l'usine qui sert à modifier manuellement les... C'est plein d'outils qui servent à modifier manuellement les paragraphes. Et style de paragraphe, c'est là où on stocke une description de modification pour pouvoir l'appliquer sur d'autres paragraphes. C'est le principe du style. Le but du style, c'est de pouvoir prendre un paragraphe qui a certaines caractéristiques, en faire un style pour pouvoir appliquer rapidement d'un clic ces caractéristiques sur un autre paragraphe. Voilà, mais là on est vraiment en train de modifier manuellement le paragraphe dans lequel on est en train de travailler là. Vous allez dans le menu de la palette paragraphe jusqu'à la ligne lettrine et style imbriqué. Alors, les styles imbriqués, c'est quelque chose de génial. Ça permet de faire plusieurs choses. Dans cette boîte lettrine et style imbriqué, tout à l'heure, on a juste été tester la partie lettrine. Mais il y a une autre partie qui s'appelle style imbriqué. Vous laissez la partie lettrine pour l'instant comme ça. On va aller jouer avec la partie style imbriqué. Alors, ça permet de faire énormément de choses, notamment très facilement on peut dans un document faire en sorte que chaque mot a une couleur différente dans tout le document. Vous avez le premier mot qui est bleu, le deuxième qui est rose, le troisième qui est orange. À quoi ça sert? Il faut savoir que les dyslexiques ont plus facile de lire des textes quand chaque mot a une couleur différente. Voilà à quoi ça pourrait éventuellement servir. Maintenant, il y a plein d'astuces de typographie aussi pour que les dyslexiques aient plus facile de lire les choses, notamment les polices de caractères pour dyslexiques, Open Dyslexic notamment, voilà. Je ferme la parenthèse ici. On va utiliser les styles imbriqués, non pas nous pour modifier la couleur de chaque mot, mais pour imbriquer le style de caractère qu'on vient de mettre au point. Alors vous allez cliquer ici sur « Nouveau style imbriqué ». Ici, vous allez choisir quel est le style de caractère, grande lettrine, style imbriqué. D'accord? Qui va s'appliquer sur un caractère. Oui, il y a d'autres choses qui peuvent être choisies. Lettres, chiffres, mots, phrases, blablabla. Mais c'est un caractère qui nous intéresse ici. Voilà. Alors, voyons un peu avec la case aperçu qui est cochée, là, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? On a notre première lettre, premier caractère plutôt. Caractère, pas lettre, parce que lettre, ça n'inclut pas les chiffres. Ici, ce serait des chiffres, ça marcherait aussi. C'est un caractère, le premier caractère du paragraphe qui reçoit le style de caractère grande lettrine, style imbriqué. OK. Et vous pouvez enregistrer le document 176 cette fois-ci. Alors, il y en a qui ont tout le bloc qui subit le style de caractère de ce genre-là. Ça, c'est parce qu'à un certain moment, vous aviez votre bloc qui était sélectionné avec la flèche noire et vous avez cliqué sur le style de caractère. Il a été appliqué sur tous les caractères du bloc. Dans ce cas-là, avec la flèche noire, il faut sélectionner tout le bloc et indiquer 100. Vous avez retiré le style de caractère de toutes les lettres qui étaient dans le bloc, de tous les caractères qui étaient dans le bloc, sauf que le style, voilà, on avait été faire lettrine et style imbriqué, qui lui, dans le menu de la palette style de paragraphe, lettrine et style imbriqué, non, dans le menu de la palette paragraphe, dans le menu de la palette paragraphe, on avait été imbriquer un style sur... Et là, je dois cliquer avec la flèche, avec l'outil texte, aller cliquer là-dedans. Dans le premier paragraphe, lettrine et style imbriqué. Voilà, grande lettrine sur un caractère. Voilà, et normalement, vous avez ce qu'il faut là. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le gros piège avec les styles de caractère. C'est quand on a un bloc sélectionné et qu'on clique sur un style de caractère, il s'applique sur tout. Et si vous n'avez pas compris ça, vous vous dites, ben, je vais enlever ça, et vous cherchez du côté des styles de paragraphe, mais ça ne marche pas, puisque ça vient des styles de caractère. Et vous criez au scandale, InDesign bug, sauf qu'en général, les bugs sont situés entre le dossier de la chaise et l'écran.
comme chacun sait.